Bonsoir à tous. Un seul titre à la une de ce journal. La cote d'alerte est atteinte au regard de cette série d'attaques meurtrières perpétrées contre des soldats dans le chaudron de la crise anglophone. S'agit-il des actes de représailles ou du terrorisme issu d'une insurrection à peine voilée? Les analyses des experts sécuritaires s'entrechoquent sur le mode opératoire de ces attaques contre les forces de sécurité. Face à la gravité de la situation, une réunion de crise sécuritaire est prévue chez le haut commandement militaire. Pendant ce temps, la société civile et l'opposition maintiennent la pression pour que la seule arme utilisée soit le dialogue inclusif national pour traiter des causes profondes de la crise sociopolitique anglophone. On en parle dans ce journal. Merci de suivre cette édition complète de l'information sur Equinox Télévision. D'abord, cette controverse autour du décès du célèbre artiste Mbarga Soukous. Sa famille est choquée d'apprendre que cette sommité du Bikutsi a été retrouvée inconsciente dans les rues de Yaoundé et transportée dans un hôpital où son décès a été constaté. Cependant, les circonstances de sa mort restent troubles. Pour sa famille, elle fait savoir que Mbarga Soukous était plutôt bien portant à son départ du domicile familial hier matin. Que s'est-il passé en moins de 24 heures pour qu'il soit arraché à la vie? C'est une enquête signée Emmanuel Diop et Marcelin Gansop. À son domicile, au quartier Mvan à Yaoundé, la famille de Mbarga Soukous porte le deuil depuis que la mauvaise nouvelle est tombée mercredi soir, peu avant 22 heures. C'était aux environs de 22 heures moins qu'une dame m'a appelé en me demandant si je connaissais c'était Mbarga Soukous. Je lui ai dit oui, je connais Mbarga Soukous, c'est mon père. Il y a un problème. Elle me dit oui, qu'elle a retrouvé en bordure de route, qu'il était inconscient. Est-ce qu'on peut arriver à l'hôpital Jamour aux urgences? Je lui ai dit ok, il n'y a pas de problème, on arrive. On a donc rappelé la dame. Puis elle a passé le téléphone à l'infirmière et l'infirmière nous a confirmé qu'effectivement il s'agissait de Mbarga Soukous, qu'il était aux urgences, qu'il a eu un malaise. Des propos corroborés par l'épouse du défunt, bien qu'abattue et rongée par la tristesse. Elle trouve quelques mots pour revenir sur ce qu'elle a vécu la veille. Le docteur est venu, le docteur m'amène dans son bureau. Il me pose des questions que depuis le matin, est-ce que tu as appelé ton mari? J'ai dit non. Et quand il quittait le matin à la maison, est-ce qu'il était malade? J'ai dit non. Lui ne t'a pas appelé toute la journée? J'ai dit non. Le docteur me demande que c'est tout. J'ai dit que c'est tout. On n'a plus eu de ces nouvelles. Il me dit donc on a amené ton mari ici. Une femme a amené ton mari ici. Et il était inconscient. Au moment où nous voulions prendre soin de lui, nous avons constaté qu'il était déjà décédé. On lui demande donc où est donc la dame en question, qu'elle nous dise un peu là où elle a trouvé mon mari. Parce que les infirmières nous disaient que la dame en question a dit qu'elle a trouvé mon mari couché à Messa. Nous retrouvons alors les traces de quelques collègues musiciens, dont Justice Béyéné, qui était parmi les premiers à arriver à l'hôpital Jamour. Il est par ailleurs le président de l'association Koulbeti, dont Mbarga Soukous était un des membres influents. C'est Aïdjo Mamadou qui m'appelle. Il m'appelle pour me dire qu'il vient de recevoir un coup de fil lui disant que Mbarga Soukous serait à l'hôpital Jamour dans un état d'inconscience très avancé. Alors je n'ai pas perdu du temps, je me suis directement dirigé là-bas. Arrivé là-bas, j'ai trouvé Govinal Ndinga Somba qui était déjà là parce qu'il était le premier arrivé sur les lieux. Il m'a du coup pris par la main. On est allé là où Mbarga Soukous, paix à son âme, était couché sur la civière. Il était mort déjà. Parce que en fait, c'est là-bas qu'on m'explique qu'on ne voulait pas, même Govinal ne voulait pas tout de suite ameuter tout le monde en disant que Mbarga Soukous est mort déjà. Sauf que personne n'a connaissance des circonstances dans lesquelles Mbarga Soukous est décédé. À l'hôpital Jamour de Yaoundé, où le décès a été constaté,
L'on apprend effectivement que c'est une dame qui l'y a conduit à bord d'un taxi. Elle a été identifiée, mais pour ne pas brouiller les pistes de l'enquête, le directeur de cette formation hospitalière se réserve de nous révéler son identité, mais indique que Bagasokous était bel et bien mort à son arrivée à l'hôpital Jamo. Mais la famille est formelle. Bagasokous n'était pas malade à son départ de la maison familiale, mercredi matin. J'ai mon père hier matin. Il était en bonne santé, il était bien, il souffrait, il n'avait pas mal quelque part. Il m'a appelé aux environs de 13 heures pour me demander d'aller prendre ses habits en Kondongo. Après, il m'a dit non, ne pars plus, quand je vais rentrer en soirée, je vais récupérer moi-même mes habits. Donc c'est la dernière fois que lui et moi, on a eu à se parler. Que s'est-il donc passé pour que Bagasokous se retrouve en état d'inconscience au quartier Messa à Yaoundé, puis conduit à l'hôpital Jamo de Yaoundé par la dame qui dit avoir agi juste pour porter secours à une personne en danger? Mystère total. En fait, les infirmières disent que quand nous sommes arrivés, elle était encore là. Mais avec l'embouteillage qui avait déjà un peu les artistes, un peu, elle a faufilé les parties. Mon souhait, c'est de retrouver la dame en question. Et c'est elle qui peut nous dire ce qui s'est réellement passé. À quel endroit il a trouvé mon mari. Et il est tombé en route. La dame là, est-ce qu'elle était seule pour passer sur cette route-là? Pour l'amener seule. En attendant de démêler les chevaux, à la demande de la famille, le corps a quitté la morgue de l'hôpital Jamo pour celle de l'hôpital gynéco-obstétrique et pédiatrique de Yaoundé, dans l'attente de l'autopsie qui permettra peut-être de savoir de quoi l'auteur des chansons à succès Essamba Essamba, L'homme courrier ou Sono Sono est mort. Sur les braises ardentes de la crise anglophone, le climat sécuritaire se détériore avec de nouvelles attaques meurtrières. Les cibles sont encore des soldats en faction dans la région du sud-ouest et des interrogations fusent sur le mode opératoire. S'agit-il de simples actes de représailles ou du terrorisme issu d'une insurrection à peine voilée? Des experts de haut vol sur des questions sécuritaires croisent le regard scientifique sur cette nouvelle escalade dans les régions anglophones. Ils estiment qu'il y a une seule arme pour sortir de cette impasse, c'est la mise en place d'un dialogue inclusif national. Élisée Bokba et Guy Zogo. 5 policiers tués après 4 gendarmes, soit un bilan de 9 morts parmi les forces de défense et de sécurité dans la partie anglophone du Cameroun. Pour le docteur Franck Ebogo, géopolitologue à l'université de Yaoundé 2, cette question peut se lire à 2 niveaux. D'abord, si l'on considère qu'il s'agit de groupuscules. Le premier niveau consisterait à considérer les auteurs de ces actes-là comme étant organisés en groupuscules, agiraient peut-être en loup solitaire, adhéreraient peut-être à une idéologie sécessionniste ou tout au moins qui réclamerait un changement de régime. Ensuite, s'il est plutôt question de groupes organisés. On n'a plus en face de soi des groupes ou des groupuscules peu organisés, mais une véritable entreprise terroriste ou criminelle. Là donc, on peut se dire qu'il s'agit certainement, n'est-ce pas, d'un mouvement d'insurrection, soit venu de l'étranger, soit qui a pris naissance dans les zones frontalières du Cameroun, que ce soit au nord-ouest ou bien au sud-ouest. Et à ce niveau, donc, on a véritablement des raisons de craindre. De son côté, le professeur Alain Foguet du MRC pointe la responsabilité du gouvernement dans cette situation. Le mépris de ceux qui gouvernent vis-à-vis des populations explique la situation dans laquelle on se retrouve. C'est au départ un problème politique. Le politique s'est effacé pour laisser les forces de sécurité et les militaires se débrouiller avec un problème qui ne relève pas de leurs compétences. Il ajoute que Yaoundé joue la carte du pourrissement dans cette crise. De pourrissement en pourrissement, bien évidemment un pourrissement entretenu par le sommet de l'État, on est arrivé à la guerre civile, puisqu'on est dans la guerre civile. La guerre civile, c'est une situation dans laquelle les forces de défense d'un pays se battent contre des groupes qui revendiquent, contre des groupes armés qui revendiquent leurs crimes et leurs assassinats. Mais au total,
Autant le géopolitologue comme le cadre du MRC s'accordent sur l'idée d'un dialogue. Il faut simplement ouvrir un dialogue avec ceux qui se plaignent, avec ceux qui sont aujourd'hui armés. Nous avons négocié avec Boko Haram. Et il n'y a pas de raison que nous ne discutions pas avec nos frères et compatriotes qui, dès le départ, étaient sur le terrain politique. On peut inventer un dialogue national dont les contours seront à définir. On peut avoir une autre tripartite, pourquoi pas un second round. Pour l'instant, c'est une comptine sur le dialogue qui commence à durer sans aucune réponse jusqu'ici. À la suite de cette série d'attaques meurtrières perpétrées contre des soldats dans les régions anglophones, une réunion de crise sécuritaire est annoncée chez le haut commandement militaire sur instruction du chef de l'État, pendant que les pouvoirs publics concentrent leur énergie sur l'aspect sécuritaire. Des députés du SDF estiment que la seule arme capable de décrisper les tensions sociopolitiques dans les régions anglophones reste l'ouverture d'un débat sur la crise anglophone et des solutions plus politiques, et ils ont fait savoir qu'ils comptent poursuivre leur débrayage à l'Assemblée nationale afin de maintenir la pression à la fois sur le parti au pouvoir et le gouvernement afin d'obtenir ce dialogue inclusif national et un débat parlementaire sur la crise anglophone. Il s'exprime dans ce reportage signé Guy Zogo. Le SDF tient la dragée haute au gouvernement dans les deux chambres du Parlement depuis l'ouverture de la session de novembre. Ce parti explique manifester ainsi son ras-le-bol. Le SDF a épuisé tous les voies de recours. Ça fait aujourd'hui 12 mois, 13-14 mois que les enfants n'ont pas pu fréquenter. Et la crise continue dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Et les activités économiques sont paralysées. Et le gouvernement, jusqu'à présent, dans son discours de fin d'année, le chef de l'État lui-même avait parlé du dialogue. Et ça fait aujourd'hui plus d'un an, rien n'est fait. À propos des meurtres des éléments des forces de défense et de sécurité dans la partie anglophone, il interpelle le gouvernement. Le SDF présente ses condoléances aux familles si durement éprouvées et interpelle le gouvernement parce que ça fait aujourd'hui plus de 12 mois que cette crise persiste. Et je crois qu'on pouvait vraiment éviter tout cela si le gouvernement avait pu ouvrir le débat inclusif par rapport à la crise anglophone. Le SDF ajoute qu'il n'a plus d'autres appels à adresser au pouvoir de Yaoundé tant il s'est attelé à cette tâche jusqu'ici. C'est un appel de trop parce que nous on en a fait assez. Le comité exécutif national, à travers le NEC, a sorti plusieurs communiqués de presse, a envoyé plusieurs correspondances en direction du chef de l'État par rapport à la situation. Et on ne comprend pas si on a un chef. 12-13 mois, on ne fréquente pas, ça ne veut dire absolument rien. Pour le parti du 26 mai 90, faute donc pour le gouvernement de choisir la bonne voie pour la résolution de la crise anglophone, le blocus va rester démise. Oui, nous maintenons le blocus dans les deux chambres du Parlement. Le blocus va rester jusqu'à ce que quelque chose soit vraiment fait pour l'avenir de notre pays. Le blocus reste. Ce qui promet en perspective d'autres chaudes empoignades au Parlement. Toujours dans ce chapitre consacré à la crise anglophone, Mancho BBC, l'un des acteurs de cette crise, et d'autres co-accusés vivent le désespoir de sortir de prison. Alors que le chef de l'État avait ordonné l'arrêt des poursuites judiciaires, ils font partie de ceux qui ont été exclus de la liste des bénéficiaires. Depuis lors, leur procès a repris au tribunal militaire à Yaoundé et l'audience qui s'est tenue ce jour était consacrée à l'audition de certains témoins. Aïk Cyril fait le point sur cette affaire judiciaire qui cristallise les tensions dans les régions anglophones. Mancho BBC et d'autres leaders encore incarcérés dans le cadre de la crise anglophone attendront encore avant d'être fixés sur leur sort. L'audience de ce jour au tribunal militaire de Yaoundé a consisté en l'audition des témoins de l'accusation avant que le juge militaire ne renvoie l'affaire à une date ultérieure. C'est le troisième renvoi
après l'audience du 31 août dernier. Ce jour-là, après l'arrêt des poursuites décidé par le chef de l'État, Maître Félix Kongo Agbombala, Dr Fontem Neba, Chief Justice Paul Aya Abine et certaines autres personnes avaient purement et simplement été remises en liberté. L'audience du 28 septembre, après celle du 31 août, n'avait produit aucun effet. Mancho BBC et ses co-accusés ont été maintenus en prison alors que leurs avocats dénonçaient une application discriminatoire de la décision du président de la République ordonnant l'arrêt des poursuites contre certains leaders anglophones. À l'audience du 26 octobre dernier, Mancho BBC, qui reste le détenu le plus célèbre de la crise, avait une fois de plus défrayé la chronique en affirmant devant la barre qu'il valait mieux le condamner, lui, à la peine de mort et de libérer les autres si d'aventure c'était lui le problème. En prison depuis janvier 2017, des leaders de la crise anglophone sont accusés de terrorisme, de rébellion, de crimes, de délits d'opinion, entre autres. 55 personnes ont déjà été libérées et après le énième renvoi de ce jour, la prochaine audience permettra-t-elle d'y voir un peu plus clair? Bien malin qui pourrait répondre à cette question. Loin de ce théâtre de la crise anglophone, c'est la colère des commerçants qui a retenti dans un espace marchand situé à la Cité des Palmiers dans le 5e arrondissement de Douala. Des commerçants ont protesté ce jour contre l'insécurité et les cambriolages vécus dans cet espace marchand, malgré le fait qu'ils payent des taxes et des droits de place pour assurer la sécurité de leur espace marchand. Rien n'est fait pour limiter ces cas de vol et de cambriolage. Reportage avec nos reporters Steve Eboulet et Mirabel Mazo. Au marché de la Cité des Palmiers ce matin, on en a marre. Les commerçants disent leur ras-le-bol. On ne fait que nous voler ici à la Cité des Palmiers. Cette nuit, on a cassé ma boutique. On a porté 10 sacs de riz, 5 sacs de cartons de maillot, les boîtes de conserve. Porté toute ma caisse. Il y avait plus d'1 million dans ma caisse. Ils ont tout porté, parti avec. Donc, je ne sais plus quoi dire. Ils ont vidé tout. Vous-même, vous voyez. Je n'ai plus assez de capital pour charger encore ma boutique. Des séries de vols à répétition inexplicables paralysent l'activité de ces citoyens. La présidente de ce marché m'a demandé qu'est-ce qui prouve qu'on m'a volé. Et la sécurité m'a demandé où sont les sorties. Je veux qu'on remette mes pagnes. Je veux qu'on remette mes pagnes. Je souffre. On a dit ça. J'étais la première dans ce marché à être volée. Là en bas. Face à l'indifférence des responsables de la sécurité de ce marché et des forces de maintien de l'ordre, ils ont opté pour des cris, des chants. Moi particulièrement, on m'a volé plus de 100 sacs d'arachide là-bas. Quand j'ai bien, à la police, au bureau du marché, à la présidente, je n'ai pas de suite. On me trimballe, on me trimballe, on me trimballe. J'ai déjà eu à prendre même les gardiens, c'est aller enfermer. Après ça, le vol continue toujours. Finalement, on était à la gendarmerie et compagnie. On a pris un porteur ici dehors. Il est en prison maintenant. Et que c'est nous qui poursuivons. Ce n'est pas le marché. Nous, on paie tous les droits ici au marché. Mais face à un problème, c'est toi, le commerçant. Si tu ne te défends pas, il n'y a personne ni là où tu payes l'argent qui doit te défendre, qui sera derrière toi. Le régisseur s'est dit dépassé par cette situation, mais précise qu'il n'est pas de son ressort de résoudre un tel problème. C'est la coordination qui est en charge des plaintes des commerçants. Ce qui revient à dire que la question est posée, doit être posée à la coordination. Mais je suis désolée parce qu'il y a trop de vols. Moi-même, je sais. Chaque matin, j'ai un problème de vol. Et quand j'essaie d'interpeller l'équipe responsable de la sécurité, je n'ai que... Je ne sais pas. Je suis dépassée. Par rapport au nombre de vols. Chaque jour. J'ai même peur d'être moi-même volé un jour en personne. C'est-à-dire, on me vole et on m'amène. J'ai peur parce que c'est trop de vols.
Les commerçants du marché de la Cité des Palmiers n'ont plus que leurs yeux pour pleurer chaque matin quand elles ouvrent leur boutique. Elles attendent dans l'espoir qu'une solution soit trouvée à leur situation. Elles sont plus de 6000 femmes qui meurent chaque année en donnant naissance à un enfant au Cameroun. Et ils sont aussi nombreux, ces enfants, qui décèdent juste avant d'avoir célébré 1 an d'existence. Ces chiffres du ministre de la Santé publique révèlent l'ampleur de la mortalité maternelle et néonatale au Cameroun. Une réunion s'est tenue au Parlement afin de permettre aux députés d'évaluer la stratégie publique de lutte contre la mortalité maternelle et néonatale au Cameroun. Compte rendu, Joël Essengue et Marcelin Gansop. Des femmes qui meurent en donnant la vie, des enfants qui quittent ce monde après avoir à peine poussé leur premier cri ou qui ne célébreront jamais leur premier anniversaire. Le ratio de la mortalité maternelle, néonatale et infantile connaît une évolution inquiétante au Cameroun. Et comme toujours, les régions du septentrion et de l'Est sont les plus touchées. Nous venons de la région de l'extrême nord où le taux de mortalité est le plus élevé. Il y a aussi la pauvreté qui se vit dans cette partie du pays. Nous avons un sérieux problème en termes de médecins. Vous voyez, généralement les médecins qu'on nous envoie dans la région de l'extrême nord, ils viennent, ils prennent service et ils repartent immédiatement. Ça fait que c'est un peu compliqué. Donc vous allez voir peut-être un village qui a peut-être, je ne sais pas, 10 000 âmes ou 20 000 âmes qui se retrouvent avec un médecin. L'état des routes, c'est pas facile. Il y a les moyens de transport à moto et c'est très difficile, surtout pour une femme par exemple qui est enceinte avec les secousses et tout ce que ça comporte. Ça peut provoquer un avortement ou je ne sais pas, la naissance d'un prématuré. C'est conscient de cette triste réalité et des conséquences qui en découlent que la problématique de la santé de la mère et de l'enfant a atterri sur la table des parlementaires à l'initiative du gouvernement. C'est que les élus du peuple ont leur rôle à jouer dans la réduction de la mortalité maternelle, néonatale et infanto-juvénile. Perdre 6 000 femmes chaque année de suite de causes liées à la grossesse ou à l'accouchement, il est très important que chacun puisse jouer son rôle. Vous allez voir que parmi certaines causes indirectes de ces décès, c'est des choses qui peuvent se résoudre au niveau de la communauté. Il faut faire à ce que les gens aillent à l'hôpital quand il le faut, que les femmes aillent à la consultation prénatale, que les femmes aillent accoucher à l'hôpital. Parce que très souvent, nous disons que sur 100 femmes qui vont accoucher, 15 vont développer une complication. Et on ne sait pas d'avance qui va être parmi les 15. Et ça, c'est quelque chose que le parlementaire peut très bien faire. C'est la sensibilisation, la mobilisation communautaire pour que les gens puissent améliorer leur comportement. L'échange entre les pouvoirs publics, les parlementaires et les acteurs de la société civile a débouché sur l'engagement des uns et des autres à s'investir corps et âme afin de renverser la courbe de la mortalité maternelle et infantile. Dans la mortalité maternelle, 25% des femmes qui meurent sont des adolescentes, ce qui nous inquiète encore parce que notre cible, c'est les adolescentes. Je pense qu'il est important qu'on mette un accent sur la prévention parce que si les adolescentes se concentrent dans les études et s'éloignent des rapports sexuels précoces, on ne parlera pas de grossesse. Et là, nous avons aussi des activités où on encourage déjà les jeunes à connaître, les plus petits à connaître les parties intimes de leur corps. C'est dire qu'en dépit des efforts qui sont déployés par les pouvoirs publics, la santé de la mère, du nouveau-né et de l'enfant reste préoccupante au Cameroun. Des jeunes avocats à l'école du droit sur le contentieux de la propriété intellectuelle. Ils ont reçu ce jeudi à Yaoundé des ouvrages devant leur permettre de mieux préparer leur plaidoirie dans ce domaine. La Fédération des associations et unions des jeunes avocats d'Afrique souhaite ainsi améliorer la défense et la protection des industries locales et internationales installées sur le continent africain. Des précisions avec Aïk Cyril dans ce reportage. Une cérémonie sobre, mais chargée de symboles. Des jeunes avocats reçoivent du matériel pour accroître leurs connaissances, notamment dans le domaine du contentieux de la propriété intellectuelle. Ces livres, pour l'essentiel, portent sur la contrefaçon des marques dans l'espace OAPI. La contrefaçon, aujourd'hui, en général, le droit des marques sont considérés comme des matières ésotériques qui sont réservées à des initiés. Raison pour laquelle, afin de vulgariser ce droit, afin de permettre aux jeunes de s'approprier ce droit et pour mieux défendre leurs clients,
nous avons cru nécessaire d'offrir ces livres à la fédération dans le cadre de la formation continue de ces jeunes avocats d'Afrique en matière de propriété intellectuelle. Le donateur est en même temps l'auteur de ces livres. La cérémonie de Yaoundé au Cameroun intervient après celle organisée avec les barreaux du Togo, du Mali et du Sénégal. Les jeunes avocats camerounais et africains ont désormais des rudiments pour préparer leur défense dans un domaine généralement considéré comme réservé. On a toujours besoin d'avoir quelqu'un qui vous tient par la main. Et quand on a des aînés qui nous suivent de loin et qui répondent à nos sollicitations, ça ne peut être qu'un sentiment de fierté. Notre idée ou notre rêve est de permettre aux jeunes de comprendre la propriété intellectuelle, de s'en approprier et de pouvoir répondre s'ils sont sollicités dans ce domaine-là. Je pense que tout cela participe de notre formation continue pour certains, initiale pour les autres. Créée il y a une dizaine d'années, la Fédération des associations et unions des jeunes avocats d'Afrique est en pleine mutation. Le Cameroun assure la présidence depuis plus d'1 mois au lendemain de l'élection de Maître Daniel Ngoss. Il veut donner un nouvel élan à la fédération à travers la formation continue de ses membres. Le salon régional de l'artisanat du centre aiguise déjà l'intérêt des inventeurs et artisans du Nyon et Kélé. Ils ont rivalisé d'adresses pour présenter leurs différentes inventions, mais aussi les différents outils qu'ils ont confectionnés pour améliorer le quotidien des populations. C'était à Ezeka lors d'un festival qui s'est déroulé sous le haut patronage du préfet de cette localité. Joël Niem et Mirabel Mazo. C'est une vitrine unique pour des professionnels de l'art, des stands spécialisés dans l'exposition des nouveaux produits. La grande nouveauté de ce salon, c'est cette machine fabriquée par un des artisans qui permet dégrainer le maïs en quelques minutes, mais aussi des foyers faits à base d'argile, d'essence et de charbon. Avec le charbon, tu peux toi-même trouver le charbon dans nos champs. Comme la saison des champs va commencer, tu recueilles ton charbon. Bon, avant, comme il y avait le bois du Cameroun ici, là, on partait acheter le charbon là-bas. Avec le charbon, tu viens introduire ça ici, là, à l'intérieur de l'argile. Tu allumes. D'après avoir allumé, vous voyez même l'expérience ici. Le charbon est en train de rougir. Après avoir rougi, vous voyez ici, là, comme j'ai trouvé mieux de transformer ça tout en argile. Je pose le grillage et je pose la marmite. Mais ici, là, je ne mets plus le grillage. C'est ça qui me sert sous forme de grillage. Ici, là, le trou que vous voyez là, donc ça ne salit même pas la maison. Tout le charbon, quand la braise est finie, ça devient le charbon. Donc tout le charbon tombe ici. Je retire seulement ça, je pars, je verse mon charbon. Ils sont une dizaine de lauréats retenus pour représenter le département du Nyon et Kélé au salon régional de l'artisanat. Ils ont fait montre de créativité lors de cette 5e édition du salon départemental de l'artisanat du Nyon et Kélé. Une satisfaction pour le délégué départemental. Nous sommes satisfaits parce que l'objectif a été atteint. Nous avons pu sélectionner les 12 artisans qui représenteront valablement la région du centre lors du prochain salon régional de l'artisanat. Je ne peux être qu'en joie après tout ce que vous avez pu voir. La qualité ne va que grandissant. Merci à tous les artisans qui ont pu se déplacer de tous les arrondissements du Nyon et Kélé. Et félicitations et nous espérons gagner beaucoup de prix lors du prochain salon régional. Dans une poussière de seconde, la deuxième partie de ce journal consacrée à ces causes économiques de l'immigration clandestine vécue sur le continent africain. Je reçois sur ce plateau le docteur Georges Edimo Mongori. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes économiste et universitaire. Face à cette horreur du trafic des êtres humains observé sur les routes de l'immigration clandestine en Libye, on a suivi des jeunes qui ont profité du sommet Union africaine-Union européenne pour poser le problème de la jeunesse
africaine, celui du mal-être qu'ils vivent dans leurs pays respectifs. Quelles sont les causes économiques qui s'expriment, qui poussent ces jeunes à pouvoir emprunter ces chemins délicats de l'immigration clandestine? De toute évidence, les causes sont essentiellement économiques. On peut les repérer. D'une part, la transformation structurelle et socio-économique dans les pays africains reste très lente, en ce sens que la modernisation des appareils de production, aussi bien agricoles, que la dynamique d'industrialisation reste embryonnaire. Naturellement, il est regrettable de le noter, mais l'Afrique importe aujourd'hui pour 40 jusqu'à 50 milliards de dollars par an en termes de denrées alimentaires et en fait des produits qui peuvent être produits sur place, notamment le riz, le sucre, les huiles et tout le reste. Et pourtant, le continent dispose de 65% des terres arables disponibles au niveau du globe et n'exploite que 5% de ses réserves en eau. Et naturellement, il y a toute une pléthore de main-d'œuvre disponible qui n'est pas utilisée. Donc, on peut constater que le processus de transformation structurelle est encore très, très déficient. À ce jour, on devrait être à même de moderniser l'outil de production agricole de manière à intégrer de plus en plus de jeunes dans ces activités et naturellement de donner un nouveau souffle à la dynamique d'industrialisation qui en elle-même, en clair. Justement, vous êtes en train d'identifier en premier lieu le chômage de la jeunesse africaine dans la plupart des pays d'Afrique subsaharienne qui sont les plus concernés par cette immigration clandestine. À côté de cela, il y a aussi le sous-emploi qui affecte une jeunesse qui a parfois des diplômes, qui sort des universités et qui peine à trouver un emploi. Absolument, il y a eu une inadéquation complète entre l'offre de formation et les préoccupations des entreprises au niveau universitaire. On le note un peu partout. Ce que les entreprises sollicitent comme compétences ne sont pas toujours disponibles ou si bien formés. À ce niveau, il faut dire que naturellement, beaucoup d'Africains au niveau supérieur prennent naturellement le chemin de l'Europe pour se perfectionner, ce qui est regrettable parce que les pays ont investi tellement d'argent pour leur formation et à la fin, aujourd'hui, on constate qu'à peu près 80 000 médecins africains à 100 000 médecins africains se retrouvent dans le Nord, alors qu'ici, nous manquons cruellement de médecins. Je n'ai pris que cet exemple. On pourrait le dire également pour le domaine de l'ingénierie, où il manque cruellement de personnel pouvant pousser cette dynamique de transformation. On a suivi la présidente de la jeunesse africaine lors de ce sommet Union africaine-Union européenne évoquer le fait qu'il y a l'inexistence des conditions d'épanouissement social et politique de la jeunesse dans la plupart des pays africains qui vivent cette immigration clandestine de sa jeunesse. Comment vous le percevez? Absolument. Je crois que c'est bien pointé du doigt. Le problème est qu'il n'y a pas des conditions, disons que les politiques publiques ne se sont pas révélées suffisamment anticipatives et proactives pour lire de manière exacte les évolutions démographiques qui se mettent en place. Et ce n'est que le début, parce qu'en fait, il faut le noter, en 2050, l'Afrique va peser 2,5 milliards d'habitants, dont le quart de la population mondiale. Et à cette date, à peu près 40% de la population jeune mondiale sera africaine. C'est pour dire que les problèmes, les pressions vont être exacerbées et seront naturellement accompagnés d'autres risques, parce que là, nous évoquons juste le risque migratoire, mais il y a le risque climatique qui est lié naturellement aux déréglementations, à une sorte de réchauffement climatique et de dérèglement climatique, et qui va provoquer à nouveau d'autres poussée migratoire, mais dictée cette fois-ci par l'insuffisance des systèmes, des écosystèmes à
à recueillir les populations autour d'elle. Et corrélativement, il faut d'ailleurs dire qu'il y a également les risques purement sécuritaires qui vont s'accroître malheureusement si les politiques publiques ne sont pas suffisamment proactives pour cerner que, en fait, la dynamique démographique au sud reste très élevée, les indices de fécondité très alertes, avec des moyennes de 7, voire 8 enfants par femme dans certains pays comme le Niger et le reste. Ce n'est pas dans le fond un problème, mais seulement les politiques publiques doivent être suffisamment mobiles, suffisamment outillées pour gérer de manière prévisionnelle et proactive ces évolutions, ces poussées démographiques. Justement, cette insécurité est vécue en Libye, ça a profité aux passeurs et bien sûr ceux qui font ce trafic des jeunes Africains qui rêvent de se rendre en Europe de façon clandestine. Mais cette présidente de la jeunesse africaine estime que l'emploi reste la clé, la solution pour maintenir les jeunes sur le continent, mais à l'observation des politiques et des stratégies publiques de création d'emplois, est-ce que cela permet d'absorber cette jeunesse active qui représente environ 65% de la population africaine? De manière logique, la population africaine croît naturellement très vite. Ça veut dire que le marché, c'est un méga marché de demain. Ça veut dire que logiquement, on devrait pouvoir créer suffisamment d'emplois. Mais le problème est que, naturellement, la modernisation de ces appareils de production se fait de manière très lente dans le seul domaine de l'agriculture, de la pêche et de l'élevage. On pourrait naturellement créer des milliers et des milliers d'emplois décents pour des jeunes. Mais ce sont les secteurs les plus, qui sont les moins au devant de la scène dans le cadre de l'élaboration des budgets dans les différents pays. Voilà, disons que les politiques publiques sont jusqu'ici assez lâches, assez faibles, peu consistantes pour impulser cette dynamique, mais au-delà, il faut dire qu'il y a également le souci d'accélérer l'insertion dans les chaînes de valeur industrielles et tenter même une remontée en gamme dans cette chaîne de valeur, parce qu'en fait, à la limite, on pourrait dire que c'est en créant, en apportant sur les marchés mondiaux des produits à forte valeur ajoutée qu'on parvient quand même à réduire de manière suffisante les vulnérabilités, les exclusions et les marginalisations. Alors face à ces plaintes des jeunes Africains, les dirigeants du continent se sont tournés une fois de plus vers l'Union européenne pour demander de l'aide afin d'éradiquer ces différents fléaux. Comment vous analysez les capacités de l'Union africaine à trouver des solutions à la jeunesse africaine sur le continent? Écoutez, je ne sais pas si c'est la bonne démarche, mais j'ai l'impression que ça fait peut-être plutôt un peu honte. Je crois que les problèmes des Africains peuvent être résolus par eux-mêmes pour peu qu'on améliore un peu les stratégies de gouvernance. En fait, le réel problème étant que les variables métaéconomiques, dont la gestion stratégique de l'État dans beaucoup de pays est encore très déficitaire, avec des craintes de vie des États qui sont très élevés, une inefficience complète de la qualité de la dépense publique et pas mal d'autres choses qui demeurent pourtant vivaces dans notre société, mais qui nous empêchent vraiment d'avancer. Parce qu'en fait, les pays, y compris ceux qui sont les moins dotés en matières premières stratégiques, sont encore capables, on le voit au niveau du Rwanda, on le voit même au niveau du Botswana. Il y a des pays qui font quand même exception, qui parviennent à impulser une croissance suffisamment inclusive pour qu'on ne parle plus de chômage et de sous-emploi. Et regardez ce qui se passe au Botswana. Aujourd'hui, au plan sanitaire, au plan éducationnel, on peut commencer de l'âge de 4 ans jusqu'à l'âge de 25 ans sans payer de frais. Donc ça veut dire qu'il y a des pays qui font quand même des efforts
pour mettre en place des politiques publiques suffisamment inclusives et suffisamment tournées vers les intérêts des populations. Je crois que jusqu'ici, dans beaucoup de pays, surtout dans notre zone francophone, déjà, on note que la décentralisation se fait de manière très très lente. Or, la décentralisation est l'outil même qui permet d'apporter les fruits de la croissance à la disposition de ceux qui les génèrent, notamment les populations locales. Mais à bien regarder, on constate que dans la plupart de ces pays, 80 à 90% des finances publiques continuent à être gérées par une petite minorité, notamment le gouvernement central, et les gouvernements locaux sont dépourvus des moyens qui génèrent pourtant. Justement, à côté de cette décentralisation, il y a l'entrepreneuriat jeune qui a été une fois de plus mis au devant de la scène. Et lors de ce sommet Union européenne, Union africaine, les jeunes ont posé le problème de l'accès au financement pour mettre sur pied des projets sur le continent. L'environnement des affaires qui reste encore assez morose pour permettre l'émancipation de ces jeunes entrepreneurs. Est-ce que ce sont des réformes sur lesquelles l'Union africaine devrait s'appesantir davantage avec les différents pays dans leur politique intérieure? Absolument, mais je crois qu'on devrait aller beaucoup plus loin, on devrait continentaliser ce débat et le porter au niveau des politiques, surtout monétaires, d'où le problème qui va toujours ressurgir, surtout avec les transformations et les dérèglements climatiques qui vont naturellement créer des sérieux problèmes de sécurité alimentaire dans les décennies à venir. Il faudrait que les pays africains, au moins les régions, les sous-régions africaines, soient elles-mêmes capables de mobiliser des financements, de battre monnaie et d'avoir accès aux plateformes financières, notamment celles qui offrent des financements innovants, adossés essentiellement sur des mécanismes de consignation des matières premières disponibles, parce que le continent est quand même suffisamment doté en matières premières minérales, énergétiques et tout le reste, qui peuvent à tout moment être transformés en outils permettant de lever des fonds sur des plateformes financières. Justement, ce sommet Union africaine, Union européenne a pris des relents d'une coopération encore nord-sud, alors qu'il y a une nouvelle route sud-sud qui devrait être privilégiée avec les pays émergents. Pourquoi ces voies-là ne sont pas explorées par les pays africains pour s'inspirer des modèles de réussite économique comme au Brésil, en Inde ou les dragons d'Asie? Naturellement, je pense que ça s'explique un peu, hein, ces sommets Europe-Afrique, entre-temps, avec les projets de la nouvelle route de la soie que impulse la Chine depuis quelque temps, en mettant un stock d'infrastructures spatialement connectives suffisamment éloquent tout autour de l'Afrique, de manière à accélérer la sortie des matières premières et l'entrée des produits industriels venant de l'Asie, devrait sans doute permettre à l'Afrique, et là je vous donne raison, en accélérant la coopération sud-sud, on peut arriver plus rapidement à rattraper la désindustrialisation que l'Afrique a vécue dans le passé, notamment en exportant beaucoup de capacités, en délocalisant énormément de capacités de production industrielle chinoise. Mais je crois que ce programme est d'ailleurs déjà en route parce qu'il y a 85 millions d'emplois qui doivent être délocalisés de la Chine, qui aujourd'hui produit à des coûts de production suffisamment élevés, 5 fois plus élevés que l'Afrique. Dans le départ, on a pensé qu'on pourrait transposer ou plutôt délocaliser ces capacités de production vers le Bangladesh, le Vietnam et tout le reste, mais on s'est rendu compte que ce n'est pas la solution. La solution, c'est sans doute l'Afrique, et je pense que ça va commencer surtout par l'Afrique de l'Est. Justement, ces nouvelles routes de la soie qui partent de l'Afrique de l'Est pour arriver jusqu'à Dakar au Sénégal pose un problème sur le plan géoéconomique. Est-ce que les Africains tirent réellement profit de ces programmes
infrastructurel gigantesque que promet la Chine et de ces importants financements qui sont accordés aux États africains? Il est possible de tirer bénéfice, mais la condition de départ, c'est déjà ce défi infrastructurel qu'il faut lever, mais surtout l'autosuffisance alimentaire, parce qu'en fait, la clé serait la suivante, délocaliser des pans entiers de l'industrie chinoise. Aujourd'hui, l'industrie textile est délocalisée vers l'Afrique à peu près à 30-40%, notamment en Tanzanie, au Sénégal, en île Maurice et je crois à Djibouti. Mais d'autres pans de l'industrie chinoise, la téléphonie, elle est en train d'être déplacée vers l'Afrique du Sud et plein d'autres pans pourraient le faire dans l'avenir. Mais l'agriculture reste le parent pauvre de ces différentes politiques et coopérations. Non seulement le parent pauvre, mais c'est la condition de départ. D'ailleurs, pour que cette politique de délocalisation des capacités productives industrielles puisse être de longue durée, parce qu'en fait, il s'agit de veiller à ce que les employés et les ouvriers aient à leur disposition suffisamment d'argent pour consommer pour leur famille et s'habiller et faire le reste. En fait, aussi longtemps, je veux dire qu'aussi longtemps qu'il n'y a pas une révolution verte, ça a été la clé du succès de la Chine et de l'Inde. Tout part de la révolution verte, c'est-à-dire qu'il faut s'assurer que l'appareil de production agricole est suffisamment véloce et suffisamment outillé pour permettre aux populations de se nourrir à prix très bas. Et dans plusieurs pays en Afrique aujourd'hui, on parle d'un passage à l'agriculture de deuxième génération qu'on appelle de nos voeux, mais c'est ça en effet la clé. Il faut passer par là de manière à ce que les coûts de production des matières premières soient suffisamment bas pour que nous puissions en retour même limiter la sortie des devises, parce que pour le moment, comme je le disais tantôt, 50 milliards de dollars sont dépensés par les économies africaines juste pour s'alimenter, alors que ces économies disposent de 65% des terres arables disponibles, d'une main-d'œuvre pléthorique et n'exploitent que 5% de ces réserves en eau. Merci, Dr Georges Edimo Mongori. Je rappelle que vous êtes économiste et universitaire. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Restez sur Equinox Télévision juste après cette édition du 20h. L'émission Regard Social présentée par Éric Fernand Kouamo. Bonne soirée sur Equinox Télévision. Une personne en danger. Mystère total. En fait, les infirmières disent que quand nous sommes arrivés, elle était encore là. Mais avec l'embouteillage qui avait déjà un peu les artistes un peu, elle a faufilé le patch. Mon souhait, c'est de retrouver la dame en question. C'est elle qui peut nous dire ce qui s'est réellement passé. À quel endroit il a trouvé mon mari. Et il est tombé en route. La dame là, est-ce qu'elle était seule pour passer sur cette route-là? Pour l'amener seule. En attendant de démêler les chevaux, à la demande de la famille, le corps a quitté la morgue de l'hôpital Jameau pour celle de l'hôpital gynéco-obstétrique et pédiatrique de Yaoundé, dans l'attente de l'autopsie qui permettra peut-être de savoir de quoi l'auteur des chansons à succès et Samba, l'homme courrier ou Sono Sono est mort. Sur les braises ardentes de la crise anglophone, le climat sécuritaire se détériore avec de nouvelles attaques meurtrières. Les cibles sont encore des soldats en faction dans la région du sud-ouest et des interrogations fusent sur le mode opératoire. S'agit-il de simples actes de représailles ou du terrorisme issu d'une insurrection à peine voilée? Des experts de haut vol sur des questions sécuritaires croisent le regard scientifique sur cette nouvelle escalade dans les régions anglophones. Ils estiment qu'il y a une seule arme pour sortir de cette impasse, c'est la mise en place d'un dialogue inclusif national. Élisée Bokba et Guy Zogo. 5 policiers tués après 4 gendarmes, soit un bilan de 9 morts parmi les forces de défense et de sécurité dans la partie anglophone du Cameroun. Pour le docteur Frank Ebogo,
Géopolitologue à l'université de Yaoundé 2, cette question peut se lire à deux niveaux. D'abord, si l'on considère qu'il s'agit de groupuscules. Le premier niveau consisterait à considérer les auteurs de ces actes-là comme étant organisés en groupuscules, agiraient peut-être en loup solitaire, adhéreraient peut-être à une idéologie sécessionniste ou tout au moins qui réclamerait un changement de régime. Ensuite, s'il est plutôt question de groupes organisés. On n'a plus en face de soi des groupes ou des groupuscules peu organisés, mais une véritable entreprise terroriste ou criminelle. Là donc, on peut se dire qu'il s'agit certainement, n'est-ce pas, d'un mouvement d'insurrection, soit venu de l'étranger, soit qui a pris naissance dans les zones frontalières du Cameroun, que ce soit au nord-ouest ou bien au sud-ouest. Et à ce niveau, non, on a véritablement des raisons de craindre. De son côté, le professeur Alain Fogué du MRC pointe la responsabilité du gouvernement dans cette situation. Le mépris de ceux qui gouvernent vis-à-vis des populations explique la situation dans laquelle on se retrouve. C'est au départ un problème politique. Le politique s'est effacé pour laisser les forces de sécurité et les militaires se débrouiller avec un problème qui ne relève pas de leurs compétences. Il ajoute que Yaoundé joue la carte du pourrissement dans cette crise. De pourrissement en pourrissement, bien évidemment un pourrissement entretenu par le sommet de l'État, on est arrivé à la guerre civile, puisqu'on est dans la guerre civile. La guerre civile, c'est une situation dans laquelle les forces de défense d'un pays se battent contre des groupes qui revendiquent, contre des groupes armés qui revendiquent leurs crimes et leurs assassinats. Mais au total, autant le géopolitologue comme le cadre du MRC s'accordent sur l'idée d'un dialogue. Il faut simplement ouvrir un dialogue avec ceux qui se plaignent, avec ceux qui sont aujourd'hui armés. Nous avons négocié avec Boko Haram. Et il n'y a pas de raison que nous ne discutions pas avec nos frères et compatriotes qui, dès le départ, étaient sur le terrain politique. On peut inventer un dialogue national dont les contours seront définis. On peut avoir une autre tripartite, pourquoi pas un second round. Pour l'instant, c'est une comptine sur le dialogue qui commence à durer sans aucune réponse jusqu'ici. À la suite de cette série d'attaques meurtrières perpétrées contre des soldats dans les régions anglophones, une réunion de crise sécuritaire est annoncée chez le haut commandement militaire sur instruction du chef de l'État, pendant que les pouvoirs publics concentrent leur énergie sur l'aspect sécuritaire. Des députés du SDF estiment que la seule arme capable de décrisper les tensions sociopolitiques dans les régions anglophones reste l'ouverture d'un débat sur la crise anglophone et des solutions plus politiques, et ils ont fait savoir qu'ils comptent poursuivre leur débrayage à l'Assemblée nationale afin de maintenir la pression à la fois sur le parti au pouvoir et le gouvernement afin d'obtenir ce dialogue inclusif national et un débat parlementaire sur la crise anglophone. Il s'exprime dans ce reportage signé Guy Zogo. Le SDF tient la dragée haute au gouvernement dans les deux chambres du Parlement depuis l'ouverture de la session de novembre. Ce parti explique manifester ainsi son ras-le-bol. Le SDF a épuisé tous les voies de recours. Ça fait aujourd'hui 12 mois, 13-14 mois que les enfants n'ont pas pu fréquenter. Et la crise continue dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Et les activités économiques sont paralysées. Et le gouvernement, jusqu'à présent, dans son discours de fin d'année, le chef de l'État lui-même avait parlé du dialogue. Et ça fait aujourd'hui plus d'un an, rien n'est fait. À propos des meurtres. À la gendarmerie et compagnie, on a pris un porteur ici dehors. Il est en prison maintenant. Et que c'est nous qui poursuivons. Ce n'est pas le marché. Nous, on paie tous les droits ici au marché. Mais face à un problème, c'est toi, le commerçant. Si tu ne te défends pas, il n'y a personne ni là où tu paies l'argent qui doit te défendre, qui sera derrière toi.
Le régisseur s'est dit dépassé par cette situation, mais précise qu'il n'est pas de son ressort de résoudre un tel problème. C'est la coordination qui est en charge des plaintes des commerçants. Ce qui revient à dire que la question doit être posée à la coordination. Mais je suis désolée parce qu'il y a trop de vols. Moi-même, je sais. Chaque matin, j'ai un problème de vol. Et quand j'essaie d'interpeller l'équipe responsable de la sécurité, je n'ai que... Je ne sais pas. Je suis dépassée. Par rapport au nombre de vols. Chaque jour. J'ai même peur d'être moi-même volé un jour en personne. C'est-à-dire, on me vole et on m'amène. J'ai peur parce que c'est trop de vols. Les commerçants du marché de la Cité des Palmiers n'ont plus que leurs yeux pour pleurer chaque matin quand elles ouvrent leur boutique. Elles attendent dans l'espoir qu'une solution soit trouvée à leur situation. Elles sont plus de 6000 femmes qui meurent chaque année en donnant naissance à un enfant au Cameroun. Et ils sont aussi nombreux, ces enfants, qui décèdent juste avant d'avoir célébré 1 an d'existence. Ces chiffres du ministre de la Santé publique révèlent l'ampleur de la mortalité maternelle et néonatale au Cameroun. Une réunion s'est tenue au Parlement afin de permettre aux députés d'évaluer la stratégie publique de lutte contre la mortalité maternelle et néonatale au Cameroun. Compte rendu, Joël Essengue et Marcelin Gansop. Des femmes qui meurent en donnant la vie, des enfants qui quittent ce monde après avoir à peine poussé leur premier cri, ou qui ne célébreront jamais leur premier anniversaire. Le ratio de la mortalité maternelle, néonatale et infantile connaît une évolution inquiétante au Cameroun. Et comme toujours, les régions du septentrion et de l'Est sont les plus touchées. Nous venons de la région de l'extrême nord où le taux de mortalité est le plus élevé. Il y a aussi la pauvreté qui se vit dans cette partie du pays. Nous avons un sérieux problème en termes de médecins. Vous voyez, généralement les médecins qu'on nous envoie dans la région de l'extrême nord, ils viennent, ils prennent service et ils repartent immédiatement. Ça fait que c'est un peu compliqué. Donc vous allez voir peut-être un village qui a peut-être, je ne sais pas, 10 000 âmes ou 20 000 âmes qui se retrouvent avec un médecin. L'état des routes, c'est pas facile. Il y a les moyens de transport à moto et c'est très difficile, surtout pour une femme par exemple qui est enceinte avec les secousses et tout ce que ça comporte. Ça peut provoquer un avortement ou je ne sais pas, la naissance d'un prématuré. C'est conscient de cette triste réalité et des conséquences qui en découlent que la problématique de la santé de la mère et de l'enfant a atterri sur la table des parlementaires à l'initiative du gouvernement. C'est que les élus du peuple ont leur rôle à jouer dans la réduction de la mortalité maternelle, néonatale et infanto-juvénile. Perdre 6 000 femmes chaque année de suite de causes liées à la grossesse ou à l'accouchement, il est très important que chacun puisse jouer son rôle. Vous allez voir que parmi certaines causes indirectes de ces décès, c'est des choses qui peuvent se résoudre au niveau de la communauté. Il faut faire à ce que les gens aillent à l'hôpital quand il le faut, que les femmes aillent à la consultation prénatale, que les femmes aillent accoucher à l'hôpital. Parce que très souvent, nous disons que sur 100 femmes qui vont accoucher, 15 vont développer une complication. Et on ne sait pas d'avance qui va être parmi les 15. Et ça, c'est quelque chose que le parlementaire peut très bien faire. C'est la sensibilisation, la mobilisation communautaire pour que les gens puissent améliorer leur comportement. L'échange entre les pouvoirs publics, les parlementaires et les acteurs de la société civile a débouché sur l'engagement des uns et des autres à s'investir corps et âme afin de renverser la courbe de la mortalité maternelle et infantile. Dans la mortalité maternelle, 25% des femmes qui meurent sont des adolescentes, ce qui nous inquiète encore parce que notre cible c'est les adolescentes. Je pense qu'il est important qu'on mette un accent sur la prévention parce que si les adolescentes se concentrent dans les études et s'éloignent des rapports sexuels précoces, on ne parlera pas de grossesse. Et là nous avons aussi des activités où on encourage déjà les jeunes à connaître, les plus petits à connaître les parties intimes de leur corps. C'est dire qu'en dépit des efforts qui sont déployés par les pouvoirs publics, la santé de la mère, du nouveau-né et de l'enfant reste préoccupante au Cameroun. Des jeunes avocats à l'école du droit sur le contentieux de la propriété intellectuelle
Ils ont reçu ce jeudi à Yaoundé des ouvrages devant leur permettre de mieux préparer leur plaidoirie dans ce domaine. La Fédération des associations et unions des jeunes avocats d'Afrique souhaite ainsi améliorer la défense et la protection des industries locales et internationales installées sur le continent africain. Des précisions avec Aïk Cyril dans ce reportage. Une cérémonie sobre, mais chargée de symboles. Des jeunes avocats reçoivent du matériel pour accroître leurs connaissances, notamment dans le domaine du contentieux de la propriété intellectuelle. Ces livres, pour l'essentiel, portent sur la contrefaçon des marques dans l'espace OAPI. La contrefaçon, aujourd'hui, en général, le droit des marques sont considérés comme des matières ésotériques qui sont réservées à des initiés. Raison pour laquelle, afin de vulgariser ce droit, afin de permettre aux jeunes de s'approprier ce droit et pour mieux défendre leurs clients, nous avons cru nécessaire de Bonsoir à tous. Un seul titre à la une de ce journal. La cote d'alerte est atteinte au regard de cette série d'attaques meurtrières perpétrées contre des soldats dans le chaudron de la crise anglophone. S'agit-il des actes de représailles ou du terrorisme issu d'une insurrection à peine voilée? Les analyses des experts sécuritaires s'entrechoquent sur le mode opératoire de ces attaques contre les forces de sécurité. Face à la gravité de la situation, une réunion de crise sécuritaire est prévue chez le haut commandement militaire. Pendant ce temps, la société civile et l'opposition maintiennent la pression pour que la seule arme utilisée soit le dialogue inclusif national pour traiter des causes profondes de la crise sociopolitique anglophone. On en parle dans ce journal. Merci de suivre cette édition complète de l'information sur Equinox Télévision. D'abord, cette controverse autour du décès du célèbre artiste Mbarga Soukous. Sa famille est choquée d'apprendre que cette sommité du Bikutsi a été retrouvée inconsciente dans les rues de Yaoundé et transportée dans un hôpital où son décès a été constaté. Cependant, les circonstances de sa mort restent troubles. Pour sa famille, elle fait savoir que Mbarga Soukous était plutôt bien portant à son départ du domicile familial hier matin. Que s'est-il passé en moins de 24 heures pour qu'il soit arraché à la vie? C'est une enquête signée Emmanuel Diop et Marcelin Gansop. À son domicile, au quartier Mvan à Yaoundé, la famille de Mbarga Soukous porte le deuil depuis que la mauvaise nouvelle est tombée mercredi soir, peu avant 22 heures. C'est aux environs de 22h moins qu'une dame m'a appelé en me demandant si je connaissais c'était Mbarga Soukous. Je lui ai dit oui, je connais Mbarga Soukous, c'est mon père. Il y a un problème. Elle me dit oui, qu'elle a retrouvé en bordure de route, qu'il était inconscient. Est-ce qu'on peut arriver à l'hôpital Jamon aux urgences? Je lui ai dit ok, il n'y a pas de problème, on arrive. On a donc rappelé la dame. Puis elle a passé le téléphone à l'infirmière et l'infirmière nous a confirmé qu'effectivement qu'il s'agissait de Mbarga Soukous, qu'il était aux urgences, qu'il a eu un malaise. Des propos corroborés par l'épouse du défunt, bien qu'abattue et rongée par la tristesse. Elle trouve quelques mots pour revenir sur ce qu'elle a vécu la veille. Le docteur est venu, le docteur m'amène dans son bureau. Il me pose des questions que depuis le matin, est-ce que tu as appelé ton mari? J'ai dit non. Quand il quittait le matin à la maison, est-ce qu'il était malade? J'ai dit non. Lui ne t'a pas appelé toute la journée? J'ai dit non. Le docteur me demande que c'est tout. J'ai dit que c'est tout. On n'a plus eu de ces nouvelles. Il me dit donc on a amené ton mari ici. Une femme a amené ton mari ici. Et il était inconscient. Au moment où nous voulions prendre soin de lui, nous avons constaté qu'il était déjà décédé. On lui demande donc où est donc la dame en question, qu'elle nous dise un peu
là où elle a trouvé mon mari, parce que les infirmières nous disaient que la dame en question a dit qu'elle a trouvé mon mari couché à Messa. Nous retrouvons alors les traces de quelques collègues musiciens, dont Justice Béyéné, qui était parmi les premiers à arriver à l'hôpital Jamo. Il est par ailleurs le président de l'association Koulbeti, dont Barga-Soukous était un des membres influents. C'est Aïdjo Mamadou qui m'appelle. Il m'appelle pour me dire qu'il vient de recevoir un coup de fil lui disant que Barga-Soukous serait à l'hôpital Jamo dans un état d'inconscience très avancé. Alors, je n'ai pas perdu du temps, je me suis directement dirigé là-bas. Arrivé là-bas, j'ai trouvé Govinal Ndingaï Somba qui était déjà là parce qu'il était le premier arrivé sur les lieux. Il m'a du coup pris par la main. On est allé là où Barga-Soukous, paix à son âme, était couché sur la civière. Il était mort déjà parce qu'en fait, c'est là-bas qu'on m'explique qu'on ne voulait pas... même Govinal ne voulait pas tout de suite ameuter tout le monde en disant que Barga-Soukous est mort déjà. Sauf que personne n'a connaissance des circonstances dans lesquelles Barga-Soukous est décédé. À l'hôpital Jamo de Yaoundé, où le décès a été constaté, l'on apprend effectivement que c'est une dame qui l'y a conduit à bord d'un taxi. Elle a été identifiée, mais pour ne pas brouiller les pistes de l'enquête, le directeur de cette formation hospitalière se réserve de nous révéler son identité, mais indique que Barga-Soukous était bel et bien mort à son arrivée à l'hôpital Jamo. Mais la famille est formelle. Barga-Soukous n'était pas malade à son départ de la maison familiale, mercredi matin. J'ai mon père hier matin. Il était en bonne santé, il était bien essoufflé, il n'avait pas mal quelque part. Il m'a appelé aux environs de 13 heures pour me demander d'aller prendre ses habits en Kondongo. Après, il m'a dit non, il ne part plus. Quand je vais rentrer en soirée, je vais récupérer moi-même mes habits. C'est la dernière fois que lui et moi, on a eu à se parler. Que s'est-il donc passé pour que Barga-Soukous se retrouve en état d'inconscience au quartier Messa à Yaoundé, puis conduit à l'hôpital Jamo de Yaoundé par la dame qui dit avoir agi juste pour porter secours à une... Des éléments des forces de défense et de sécurité dans la partie anglophone, il interpelle le gouvernement. L'ONG présente ses condoléances aux familles si durement éprouvées et interpelle le gouvernement parce que ça fait aujourd'hui plus de 12 mois que cette crise persiste. Et je crois qu'on pouvait vraiment éviter tout cela si le gouvernement avait pu ouvrir le débat inclusif par rapport à la crise anglophone. Le SDF ajoute qu'il n'a plus d'autres appels à adresser au pouvoir de Yaoundé tant il s'est attelé à cette tâche jusqu'ici. C'est un appel de trop parce que nous on en a fait assez. Le comité exécutif national à travers le NEC a sorti plusieurs communiqués de presse, a envoyé plusieurs correspondances en direction du chef de l'État par rapport à la situation. Et on ne comprend pas, si on a un chef, 12-13 mois, on ne fréquente pas, ça ne veut dire absolument rien. Pour le parti du 26 mai 90, faute donc pour le gouvernement de choisir la bonne voie pour la résolution de la crise anglophone, le blocus va rester de mise. Oui, nous maintenons le blocus dans les deux chambres du Parlement. Le blocus va rester jusqu'à ce que quelque chose soit vraiment fait pour l'avenir de notre pays. Le blocus reste. Ce qui promet en perspective d'autres chaudes empoignades au Parlement. Toujours dans ce chapitre consacré à la crise anglophone, Mancho BBC, l'un des acteurs de cette crise et d'autres co-accusés, vivent le désespoir de sortir de prison. Alors que le chef de l'État avait ordonné l'arrêt des poursuites judiciaires, ils font partie de ceux qui ont été exclus de la liste des bénéficiaires. Depuis lors, leur procès a repris au tribunal militaire à Yaoundé et l'audience qui s'est tenue ce jour était consacrée à l'audition de certains témoins. Aïk Cyril fait le point sur cette affaire judiciaire qui cristallise les tensions dans les régions anglophones. Mancho BBC et d'autres leaders encore incarcérés dans le cadre de la crise anglophone attendront encore avant d'être fixés sur leur sort. L'audience de ce jour au tribunal militaire de Yaoundé a consisté en l'audition des témoins de l'accusation avant que le juge militaire ne renvoie l'affaire à une date ultérieure.
C'est le troisième renvoi après l'audience du 31 août dernier. Ce jour-là, après l'arrêt des poursuites décidé par le chef de l'État, Maître Félix Kongo Agbombala, Dr Fontem Neba, Chief Justice Paul Aya Abine et certaines autres personnes avaient purement et simplement été remises en liberté. L'audience du 28 septembre, après celle du 31 août, n'avait produit aucun effet. Mancho BBC et ses co-accusés ont été maintenus en prison alors que leurs avocats dénonçaient une application discriminatoire de la décision du président de la République ordonnant l'arrêt des poursuites contre certains leaders anglophones. À l'audience du 26 octobre dernier, Mancho BBC, qui reste le détenu le plus célèbre de la crise, avait une fois de plus défrayé la chronique en affirmant devant la barre qu'il valait mieux le condamner, lui, à la peine de mort et de libérer les autres si d'aventure c'était lui le problème. En prison depuis janvier 2017, des leaders de la crise anglophone sont accusés de terrorisme, de rébellion, de crimes, de délits d'opinion, entre autres. 55 personnes ont déjà été libérées et après le énième renvoi de ce jour, la prochaine audience permettra-t-elle d'y voir un peu plus clair? Bien malin qui pourrait répondre à cette question. Loin de ce théâtre de la crise anglophone, c'est la colère des commerçants qui a retenti dans un espace marchand situé à la Cité des Palmiers dans le 5e arrondissement de Douala. Des commerçants ont protesté ce jour contre l'insécurité et les cambriolages vécus dans cet espace marchand, malgré le fait qu'ils payent des taxes et des droits de place pour assurer la sécurité de leur espace marchand. Rien n'est fait pour limiter ces cas de vol et de cambriolage. Reportage avec nos reporters Steve Eboulet et Mirabel Mazo. Au marché de la Cité des Palmiers ce matin, on en a marre. Les commerçants disent leur ras-le-bol. On ne fait que nous voler ici à la Cité des Palmiers. Cette nuit, on a cassé ma boutique. On a porté 10 sacs de riz, 5 sacs de cartons de maillot, les boîtes de conserve. Porté toute ma caisse. Il y avait plus d'1 million dans ma caisse. Ils ont tout porté, parti avec. Donc, je ne sais plus quoi dire. Ils ont vidé tout. Vous-même, vous voyez, je n'ai plus assez de capital pour charger encore ma boutique. Des séries de vols à répétition inexplicables paralysent l'activité de ces citoyens. Chez la présidente de ce marché m'a demandé qu'est-ce qui prouve qu'on m'a volé. Et la sécurité m'a demandé où sont les factures. Je veux qu'on remette mes pagnes. Je veux qu'on remette mes pagnes. Je souffre. On a dit ça. J'étais la première dans ce marché à être volée. Là en bas. Face à l'indifférence des responsables de la sécurité de ce marché et des forces de maintien de l'ordre, ils ont opté pour des cris, des chants. Moi particulièrement, on m'a volé plus de 5 sacs d'arachis là-bas. À la police, au bureau du marché, à la paysanne, je n'ai pas de suite. On me trimballe, on me trimballe, on me trimballe. J'ai déjà eu à prendre même les gardiens, c'est aller enfermer. Après ça, le vol continue toujours. Finalement, on était à... Offrir ces livres à la fédération dans le cadre de la formation continue de certains avocats d'Afrique en matière de propriété intellectuelle. Le donateur est en même temps l'auteur de ces livres. La cérémonie de Yaoundé au Cameroun intervient après celle organisée avec les barreaux du Togo, du Mali et du Sénégal. Les jeunes avocats camerounais et africains ont désormais des rudiments pour préparer leur défense dans un domaine généralement considéré comme réservé. On a toujours besoin d'avoir quelqu'un qui vous tient par la main. Et quand on a des aînés qui nous suivent de loin et qui répondent à nos sollicitations, ça ne peut être qu'un sentiment de fierté. Notre idée ou notre rêve est de permettre aux jeunes de comprendre la propriété intellectuelle, de s'en approprier et de pouvoir répondre s'ils sont sollicités dans ce domaine-là. Je pense que tout cela participe de notre formation continue pour certains, initiale pour les autres. Créée il y a une dizaine d'années, la Fédération des associations et unions des jeunes avocats d'Afrique
est en pleine mutation. Le Cameroun assure la présidence depuis plus d'un mois au lendemain de l'élection de Maître Daniel Ngos. Il veut donner un nouvel élan à la fédération à travers la formation continue de ses membres. Le salon régional de l'artisanat du centre aiguise déjà l'intérêt des inventeurs et artisans d'Union Ekele. Ils ont rivalisé d'adresses pour présenter leurs différentes inventions, mais aussi les différents outils qu'ils ont confectionnés pour améliorer le quotidien des populations. C'était à Ezeka lors d'un festival qui s'est déroulé sous le haut patronage du préfet de cette localité. Joël Niem et Mirabel Mazo. C'est une vitrine unique pour des professionnels de l'art, des stands spécialisés dans l'exposition des nouveaux produits. La grande nouveauté de ce salon, c'est cette machine fabriquée par un des artisans qui permet dégrainer le maïs en quelques minutes, mais aussi des foyers faits à base d'argile, d'essence et de charbon. Avec le charbon, tu peux toi-même trouver le charbon dans nos champs. Comme la saison des champs va commencer, tu recueilles ton charbon. Bon, avant, comme il y avait le bois du Cameroun ici, là, on partait acheter le charbon là-bas. Avec le charbon, tu viens introduire ça ici, là, à l'intérieur de l'argile. Tu allumes. D'après avoir allumé, vous voyez même l'expérience ici. Le charbon est en train de rougir. Après avoir rougi, vous voyez ici, là, comme j'ai trouvé mieux de transformer ça tout en argile. Je pose le grillage et je pose la marmite. Mais ici, là, je ne mets plus le grillage. C'est ça qui me sert sous forme de grillage. Ici, là, le trou que vous voyez là, donc ça ne salit même pas la maison. Tout le charbon, quand la braise est finie, ça devient le charbon. Donc tout le charbon tombe ici. Je retire seulement ça, je pars, je verse mon charbon. Ils sont une dizaine de lauréats retenus pour représenter le département d'Union Ekele au salon régional de l'artisanat. Ils ont fait montre de créativité lors de cette 5e édition du salon départemental de l'artisanat d'Union Ekele. Une satisfaction pour le délégué départemental. Nous sommes satisfaits parce que l'objectif a été atteint. Nous avons pu sélectionner les 12 artisans qui représenteront valablement la région du centre lors du prochain salon régional de l'artisanat. Je ne peux être qu'en joie après tout ce que vous avez pu voir. La qualité ne va que grandissant. Merci à tous les artisans qui ont pu se déplacer de tous les arrondissements d'Union Ekele. Et félicitations, et nous espérons gagner beaucoup de prix lors du prochain salon régional. Dans une poussière de seconde, la deuxième partie de ce journal consacrée à ces causes économiques de l'immigration clandestine vécue sur le continent africain. Je reçois sur ce plateau le docteur Georges Edimo Mongori. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes économiste et universitaire. Face à cette horreur du trafic des êtres humains observé sur les routes de l'immigration clandestine en Libye, on a suivi des jeunes qui ont profité du sommet Union africaine-Union européenne pour poser le problème de la jeunesse africaine, celui du mal-être qu'ils vivent dans leurs pays respectifs. Quelles sont les causes économiques qui s'expriment, qui poussent ces jeunes à pouvoir emprunter ces chemins délicats de l'immigration clandestine? De toute évidence, les causes sont essentiellement économiques. On peut les repérer. D'une part, la transformation structurelle et socio-économique dans les pays africains reste très lente, en ce sens que la modernisation des appareils de production, aussi bien agricoles, que la dynamique d'industrialisation reste embryonnaire. Naturellement, il est regrettable de le noter, mais l'Afrique importe aujourd'hui pour 40 jusqu'à 50 milliards de dollars par an en termes de denrées alimentaires et en fait de produits qui peuvent être produits sur place, notamment le riz, le sucre, les huiles et tout le reste. Et pourtant, le continent dispose de 65% des terres arables disponibles au niveau du globe et n'exploite que 5% de ses réserves en eau. Et naturellement, il y a
toute une pléthore de main-d'œuvre disponible qui n'est pas utilisée. Donc on peut constater que le processus de transformation structurelle est encore très très déficient.